David Ginola, le « cœur brisé » du football français. Personne n'oubliera jamais cette soirée glaciale de novembre 1993 à Paris, lorsque les espoirs de toute une nation se sont effondrés sous les projecteurs du Parc des Princes. Un centre mal calibré, une contre-attaque fatale, et l'équipe de France s'écroule aux portes de la Coupe du Monde 1994. Ce soir-là, un nom est devenu le symbole de l'échec, David Ginola. L'élégant ailier, star du Paris Saint-Germain, se retrouve du jour au lendemain qualifié de traître, cloué au pilori médiatique. Gérard Houllier, alors sélectionneur des Bleus, ira jusqu'à le qualifier de « Kassat nan Tretimbanga Fap », l'assassin du cœur du football français. Une accusation qui résonnera comme une malédiction dans la carrière du joueur. Mais qui est vraiment David Ginola? Était-il ce coupable idéal, sacrifié pour une défaite collective? Ou seulement une victime d'un football français en crise, coincé entre ses vieilles rancunes et ses ambitions internationales? Derrière les cheveux longs, le charisme presque hollywoodien et le talent flamboyant se cache une histoire faite de gloire, de drame et de rédemption. De ses exploits sous le maillot du PSG au sommet de la Premier League, en passant par son conflit légendaire avec Houllier, Ginola incarne le destin tragique d'un artiste du ballon rond, adulé à l'étranger mais trop souvent incompris dans son propre pays. Aujourd'hui, alors que les années ont apaisé les passions, le nom de Ginola reste entouré d'un parfum de scandale, de romantisme et de trahison. Et si la vérité était ailleurs? Quand on évoque les années 1990 du football français, des noms comme Cantona, Papin ou Blanc viennent spontanément à l'esprit. Mais dans ce panthéon à la fois glorieux et tourmenté, David Ginola occupe une place à part. Né le 25 janvier 1967 à Gassin, dans le sud de la France, ce fils de la Méditerranée grandit dans un environnement où le ballon rond est plus qu'un jeu, c'est une passion qui se transmet comme un héritage. Très tôt, son allure de surfeur californien et son toucher de balle soyeux lui valent le surnom de « French Beckham », bien avant que ce dernier n'existe. Il est beau, charismatique et surtout incroyablement doué. Sa carrière professionnelle débute en 1985 avec le Sporting Toulon-Var, un club modeste mais idéal pour forger son style. Ginola n'est pas un joueur ordinaire. Là où d'autres misent sur la puissance ou la rigueur, lui préfère la grâce et l'improvisation. Ce mélange d'élégance et d'audace lui permet de gravir les échelons rapidement. Après Toulon, il brille à Brest puis explose véritablement à Paris Saint-Germain, le club qui, au début des années 1990, est en pleine mutation. Avec des coéquipiers comme Georges Weah ou Valdo, Ginola devient le visage séduisant de ce PSG version Canal+, moderne, spectaculaire et ambitieux. À Paris, tout semble sourire à ce jeune homme de la Côte d'Azur. Ses dribbles font se lever les tribunes du Parc des Princes, sa popularité dépasse le cadre du football et il devient une icône médiatique. Publicité, couverture de magazines, interview en prime time, David Ginola est partout. On le compare à Alain Delon, on l'imagine même acteur de cinéma. Mais derrière ce vernis glamour, il y a un homme habité par le feu de la compétition, un artiste du jeu parfois jugé trop individualiste dans un football français encore rigide et conservateur. C'est dans ce contexte que Ginola s'installe en équipe de France, une sélection alors en quête de reconnaissance. Après les échecs successifs de 1988 et 1990, la génération des Papins, Cantona, Deschamps et Blanc doit ramener les Bleus sur la scène mondiale. La qualification pour la Coupe du Monde 1994, organisée aux États-Unis, devient une mission nationale. Ginola, avec son panache et sa technique hors pair, est censé être l'arme fatale. Pourtant, les tensions internes sont palpables. Gérard Houllier, nommé sélectionneur en 1992, n'a jamais été un adepte du style flamboyant de Ginola. Trop fantasque, trop de stars, pas assez discipliné à son goût. Et au fil des mois, la fracture s'agrandit. Houllier prône le collectif et la prudence tactique, tandis que Ginola incarne la prise de risque et le spectacle. Ce choc de mentalité, dans un climat de pression extrême, va bientôt éclater au grand jour. Le 17 novembre 1993, la France reçoit la Bulgarie au Parc des Princes. Un simple match nul suffit pour valider le billet pour le mondial américain. L'ambiance est électrique, tout un pays retient son souffle. Mais la soirée va virer au cauchemar. À la 89e minute, le score est de 1-1. Ginola, entré en cours de jeu, reçoit le ballon côté gauche. Plutôt que de temporiser, il tente un centre imprécis qui sera intercepté. Quelques secondes plus tard, Kostadinov crucifie les Bleus. Coup de sifflet final. Le rêve s'écroule. Ce qui aurait dû être une défaite collective devient rapidement un procès médiatique ciblé sur un seul homme, David Ginola. Dans la conférence de presse d'après-match, Houllier, sous le choc, lâche une phrase terrible « Il nous a assassinés ». Dès lors, l'ailier du PSG devient l'homme à abattre. Journalistes,
supporters, dirigeants, tout le monde semble vouloir lui faire porter la croix de cet échec historique. Pourtant, il est impossible de réduire la carrière de Ginola à cet instant maudit. Si la France le rejette presque du jour au lendemain, l'Angleterre va l'accueillir comme un roi. Son transfert à Newcastle United en 1995 marque le début d'une seconde vie footballistique. En Premier League, son style flamboyant et ses frappes somptueuses séduisent immédiatement. Puis à Tottenham, il atteint un sommet, élu joueur de l'année par ses pairs en 1999, un honneur rarissime pour un joueur français. Mais l'ombre du 17 novembre 1993 continue de hanter sa mémoire. Même des années plus tard, Houllier répétera ses accusations, refusant de lui pardonner. Ginola, lui, oscillera entre colère et tristesse. Ce match m'a coûté mon pays, ma sélection et une partie de mon identité, confiera-t-il dans ses mémoires. L'histoire de David Ginola ne se résume pas à une carrière de footballeur. C'est celle d'un homme qui a tout eu beauté, talent, reconnaissance internationale, mais qui a été brisé par un moment de malchance et par la dureté du jugement français. Sa trajectoire soulève une question universelle. Pourquoi cherchons-nous toujours un coupable unique quand tout s'écroule ? La carrière de David Ginola ressemble à une épopée en 3 actes. L'ascension flamboyante, le coup de tonnerre de 1993 et la renaissance en terre anglaise. Mais derrière ces étapes visibles, se cachent des fissures, des blessures invisibles et une solitude que peu ont perçue. Dans ses premières années à Toulon, puis à Brest, Ginola n'était pas encore la star médiatique que l'on connaît. C'était un jeune homme timide, passionné, qui se forgeait une identité sur les terrains sablonneux du sud de la France. Son passage à Brest, en particulier, marqua un tournant. Malgré les difficultés financières du club, Ginola brilla par sa créativité et sa faculté à éliminer les défenseurs avec une facilité déconcertante. Le PSG, à la recherche d'un joueur spectaculaire pour incarner son nouvel élan sous l'ère Canal+, le recruta en 1992. Dès ses premiers pas au Parc des Princes, Ginola conquit les cœurs. Ses chevauchées sur l'aile gauche, ses contrôles parfaits et ses frappes enroulées devinrent sa signature. La saison 1993 à 1994 fut son apogée. Il mena Paris à la victoire en Coupe de France, remporta le championnat et fit des étincelles en Europe. Ginola n'était plus seulement un joueur, il était une figure de style, un symbole de l'élégance à la française. Mais dans les coulisses, la tension montait. Au sein de l'équipe de France, son individualisme et son tempérament artistique contrastaient avec l'esprit de rigueur prôné par Gérard Houllier. Ce dernier voyait en lui un joueur imprévisible, capable du meilleur comme du pire. Et malheureusement, le pire arriva le soir du 17 novembre 1993. Le match contre la Bulgarie est resté gravé comme une tragédie nationale. Au moment où Ginola exécuta ce centre jugé suicidaire, personne ne pouvait imaginer les conséquences. L'action dura quelques secondes, mais elle fit basculer une carrière. Houllier, dans un accès de rage, ne mâcha pas ces mots. « Il nous a tués ». Cette phrase, reprise en boucle par les médias, devint un coup près. Ginola devint le bouc émissaire d'un pays entier, accusé d'avoir trahi la nation. La chute fut brutale. En quelques jours, Ginola passa de héros du PSG à paria national. Ses performances en club, pourtant remarquables, furent éclipsées par ce souvenir amer. On le sifflait parfois au parc, on le caricaturait dans les journaux. Le joueur, d'ordinaire si confiant, sombra dans le doute. Il envisagera même de quitter la France prématurément pour fuir cette atmosphère suffocante. C'est alors qu'une porte inattendue s'ouvrit, l'Angleterre. Newcastle United, alors dirigé par Kevin Keegan, repéra en lui un profil unique, un ailier capable d'apporter de la magie. En 1995, Ginola s'envole pour la Premier League. Là-bas, c'est la renaissance. Les supporters anglais, plus sensibles au talent brut qu'aux polémiques, tombent sous le charme. Ses dribbles et ses coups de génie font vibrer St. James Park. Même sans remporter le titre, il devient l'un des favoris des fans, au point d'être élu joueur de l'année par les lecteurs de nombreux magazines sportifs. Le chapitre Tottenham fut encore plus grandiose. En 1999, Ginola, alors au sommet de son art, remporte la Coupe de la Ligue anglaise et surtout, le prestigieux titre de Player of the Year de la PFA, un honneur rare pour un joueur non britannique. Ironie du sort, alors qu'il est rejeté en France, il est vénéré outre-Manche comme l'un des meilleurs techniciens de sa génération. Mais derrière cette renaissance sportive, la blessure de 1993 restait béante. Chaque interview en France revenait à la même question. Avez-vous pardonné à Houllier ? Ou pire, avez-vous conscience d'avoir privé la France du mondial ? Ginola, las, répondit souvent avec amertume, j'ai été crucifié pour une erreur que d'autres ont aussi commise. La fin de carrière fut douce amère.
Après un passage à Aston Villa et Everton, il prit sa retraite en 2002. Le beau gosse du football français se reconvertit alors dans les médias, devenant consultant et même acteur de temps à autre. Mais en 2015, un nouvel épisode dramatique bouleversa sa vie. Victime d'un grave arrêt cardiaque lors d'un match caritatif, il échappa de peu à la mort grâce à un massage cardiaque d'urgence et une opération à cœur ouvert. Cet événement renforça encore son aura de survivant, celui qui, malgré les coups durs, se relève toujours. L'histoire de David Ginola est donc celle d'un talent immense brisé par un instant tragique, mais aussi celle d'un homme qui a su trouver la lumière ailleurs, dans un pays qu'il a adopté. Il est devenu le symbole d'une génération de joueurs français qui n'ont pas toujours trouvé leur place chez eux, mais qui ont marqué l'histoire du football européen par leur style unique. Le 17 novembre 1993 n'a pas seulement changé la carrière de David Ginola, il a redessiné le destin du football français. Pendant des années, ce match France-Bulgarie est resté une plaie ouverte, une blessure qui n'a jamais totalement cicatrisé. Et si Ginola est devenu l'homme le plus critiqué de France, c'est aussi parce qu'il incarnait un certain idéal de joueur que le football français de l'époque refusait d'accepter. Un artiste imprévisible, plus porté sur la beauté du geste que sur la rigueur tactique. Les mots de Gérard Houllier après la défaite ont été une véritable condamnation à vie. David Ginola nous a assassinés. Dans les jours qui suivirent, la presse reprit cette formule à l'infini. Les journaux titraient « Le crime de Ginola, le bourreau des Bleus ». Les émissions de télévision passaient en boucle l'image du centre raté, comme si toute la déroute française se résumait à ce moment. On oublia que la défense avait été trop passive, que la France avait gâché plusieurs occasions et que ce match n'était qu'une étape dans une campagne de qualification mal gérée. Ginola, lui, fut transformé en coupable idéal. Cette injustice le hanta pendant des années. Dans ses mémoires, il confiera « Je me suis retrouvé seul contre tous. J'ai eu l'impression que mon pays entier me tournait le dos. Ce n'était plus du football, c'était un procès public. » Il se sentit trahi, non seulement par Houllier, mais aussi par certains coéquipiers qui, dans le silence, laissaient planer la culpabilité sur ses épaules. Le vestiaire des Bleus devint un lieu de malaise, et Ginola ne porta plus jamais le maillot de l'équipe de France avec le même enthousiasme. L'ombre de cet épisode a même eu des répercussions personnelles. À l'époque, Ginola vivait déjà sous les projecteurs, adulé par les supporters du PSG, courtisé par les marques et les médias. Mais après la défaite, son image fut entachée. Il se retrouva insulté dans la rue, caricaturé en « starlet », plus soucieuse de ses cheveux que du ballon. Des rumeurs absurdes circulaient sur son supposé « ego » ou son manque de patriotisme. Le joueur, profondément touché, sombra dans une période de grande solitude. Pourtant, derrière le masque du joueur glamour, il y avait un homme sensible, presque fragile. Sa compagne de l'époque racontera plus tard, David ne dormait plus. Il revivait ce match chaque nuit. Il envisagea même un temps de quitter le football français pour ne plus jamais entendre parler de cette trahison. Ce n'est pas un hasard si son transfert en Angleterre en 1995 fut vécu comme une libération. Là-bas, Ginola trouva un public qui ne le jugeait pas sur une erreur passée, mais sur ce qu'il savait faire de mieux, créer du beau jeu. En Premier League, il devint un artiste adulé, et paradoxalement, cette reconnaissance étrangère accentua l'amertume de son rejet en France. Le conflit avec Gérard Houllier ne s'éteignit jamais complètement. En 2015, bien des années après l'incident, Houllier réitéra publiquement ses critiques, affirmant que Ginola avait commis une faute professionnelle. L'ancien ailier répliqua avec virulence, allant jusqu'à envisager des poursuites judiciaires pour diffamation. « Je n'en peux plus de ce mensonge, de ce fardeau qui me colle à la peau depuis 20 ans », déclara-t-il sur les plateaux télévisés. Derrière ces querelles publiques, une vérité plus sombre se cachait, celle d'un football français en crise d'identité. Les Bleus des années 90 s'étaient divisés entre une approche traditionnelle, rigoureuse, symbolisée par Houllier, et une génération de talents plus libres, plus spectaculaires, incarnés par Ginola et Cantona. Le clash de 1993 fut peut-être l'expression la plus brutale de ce conflit. Les médias, eux, jouèrent un rôle clé dans cette chasse au bouc émissaire. L'obsession autour de Ginola fit vendre des journaux, mais elle détruisit l'image d'un joueur qui n'avait jamais triché. Beaucoup de journalistes reconnaîtront plus tard que l'affaire fut montée en épingle de façon disproportionnée. Certains, comme Jean-Michel Larquet, prendront même sa défense en affirmant « On a crucifié Ginola parce qu'il était trop beau, trop talentueux, trop facile à viser ». La réhabilitation viendra partiellement des années plus tard, lorsque Ginola devint consultant TV. Sur les plateaux de Canal+ ou de beIN Sport, il raconta sa vérité avec une franchise désarmante. « J'ai été le symbole d'un échec collectif, mais je ne suis pas un assassin », dira-t-il les larmes aux yeux. Ces confessions bouleversèrent le public, qui découvrit un homme blessé,
marqué par un événement qu'il n'avait jamais digéré. Le drame de 1993 a aussi forgé la personnalité de Ginola. Plus résilient, plus philosophe, il comprit que la gloire et la chute peuvent se succéder en un instant. En 2015, lorsqu'il survécut à un arrêt cardiaque, il déclara « J'ai vu la mort de près. Ce jour-là, j'ai compris que ce qui s'est passé en 1993 n'était rien comparé à la vie. » Ces mots résonnent comme une leçon de sagesse et de pardon. Aujourd'hui, l'affaire Houllier-Ginola reste l'un des plus grands mystères psychologiques du sport français. Pourquoi ce centre raté fut-il transformé en crime national? Pourquoi Houllier ne put-il jamais tourner la page? Les réponses tiennent peut-être à l'orgueil, aux blessures de l'échec et au besoin de trouver un coupable pour exorciser la douleur d'une élimination incompréhensible. David Ginola divise encore aujourd'hui. Pour certains, il reste ce joueur incompris, sacrifié sur l'autel d'une défaite nationale, alors que pour d'autres, il incarne le visage d'un football trop individualiste, plus soucieux du style que du résultat. Notre avis, à la chaîne Révélation célèbre, est plus nuancé. Il faut d'abord reconnaître l'immense talent de Ginola. Peu de joueurs français, à son époque, possédaient un tel sens de la beauté du jeu. Dans un football souvent marqué par la rigueur tactique et le pragmatisme, Ginola était un artiste. Ses dribbles, ses passes millimétrées et ses frappes magiques avaient quelque chose d'hypnotique. Il ne jouait pas seulement pour gagner, il jouait pour émerveiller. Cette dimension artistique, trop rare, mérite d'être célébrée. Mais il serait hypocrite de passer sous silence l'ombre de 1993. Oui, son centre raté face à la Bulgarie reste un moment tragique. Oui, il a pris un risque inutile au lieu de conserver le ballon. Mais réduire tout l'échec des Bleus à cette seule action, c'est ignorer la complexité d'un match et d'une campagne de qualification entière. Le football est un sport collectif. Une équipe perd, une équipe gagne. Pointer un seul homme, c'était injuste et cruel. Nous pensons aussi que la réaction de Gérard Houllier, même si elle venait d'un sentiment de trahison et de rage, a été trop violente. Un sélectionneur ne devrait jamais sacrifier publiquement l'un de ses joueurs. Ce choix a détruit la relation entre Ginola et l'équipe nationale, et il a laissé une cicatrice profonde dans le football français. Ce qui est fascinant chez Ginola, c'est sa capacité à renaître malgré tout. Alors que la France le rejetait, il trouva en Angleterre non seulement une nouvelle carrière, mais aussi une reconnaissance qu'il n'avait jamais eue dans son propre pays. Ce contraste raconte beaucoup sur le rapport entre la France et ses artistes. Nous avons parfois du mal à accepter ceux qui sortent du cadre, ceux qui osent la différence. Les années passant, on se demande, et si la France avait pardonné plus tôt à Ginola? Aurait-il participé à l'épopée des Bleus en 1998? Aurait-il été l'un de ces champions du monde célébrés au panthéon du football français? Cette question restera sans réponse, mais elle nous laisse un goût amer, celui d'un immense talent gâché par des rancunes trop tenaces. À travers cette histoire, nous voyons aussi un avertissement. Le traitement médiatique d'un joueur peut changer une vie. Les critiques aveugles, les titres assassins et la recherche d'un « coupable parfait » peuvent détruire une carrière. Ginola n'est pas qu'un joueur de football. Il est devenu un symbole de ce que la pression médiatique peut faire subir à un individu. Et vous, que pensez-vous de David Ginola? Était-il un génie incompris? Un joueur sacrifié par une époque trop dure? Ou reste-t-il, pour vous, l'homme qui a laissé échapper la Coupe du Monde 1994? Nous sommes curieux de connaître vos impressions, vos souvenirs, vos émotions liées à ce joueur unique. Il y a des histoires qui traversent le temps et laissent derrière elles un parfum de mystère et de mélancolie. Celle de David Ginola en fait partie. Aujourd'hui encore, des décennies après ce centre maudit de 1993, son nom évoque à la fois la beauté et la tragédie, le panache et la blessure. En regardant les images de ses dribbles au Parc des Princes ou de ses envolées magiques en Premier League, on comprend que Ginola n'était pas qu'un joueur. Il était une sensation, une émotion à l'état pur. Ce qui frappe, c'est l'héritage qu'il a laissé. Pour toute une génération de supporters, il reste un symbole de ce football à la française, élégant et imprévisible, qui faisait rêver bien au-delà des résultats. Même ses pires détracteurs reconnaissent aujourd'hui que peu de joueurs ont eu cette aura, cette capacité à transformer un match en spectacle. Son nom résonne comme un écho d'un temps où le football était encore un art romantique, moins formaté, moins figé. Le temps a fini par adoucir les rancunes. Loin des tensions avec Gérard Houllier, Ginola est aujourd'hui regardé avec un certain respect, presque une tendresse nostalgique. Comme si la France s'était enfin rendu compte qu'elle avait peut-être été trop dure avec l'un de ses plus beaux talents. Sa résilience, sa carrière réussie en Angleterre et sa survie miraculeuse après son arrêt cardiaque en 2015 lui donnent une dimension presque héroïque. Il reste cette question lancinante. Que serait devenue l'histoire des Bleus si ce soir de novembre 1993 s'était terminé autrement?
Aurions-nous vu Ginola briller au Mondial 94? Aurait-il marqué l'histoire aux côtés des plus grands? Nous ne le saurons jamais. Mais ce doute fait partie de la légende, il alimente le mythe d'un joueur qui n'a jamais laissé personne indifférent. Certaines histoires n'étaient peut-être pas faites pour être connues. Et pourtant, maintenant, vous savez. David Ginola, l'homme qui fut adoré, détesté, puis réhabilité, restera à jamais ce mélange de grâce et de tragédie, un poète du ballon rond dont le souvenir continuera de flotter, tel un rayon de soleil sur les pelouses d'antan.